Bienvenue sur Racisme. Des mots sur les mots. un podcast créé par la section lilloise de la Ligue des droits de l'homme. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Dans un rapport du Défenseur des droits de 2026, les actes racistes connaissent une forte augmentation à l'école, passant de 870 actes racistes signalés en 2022-2023 à 1900 en 2023-2024, soit une hausse de 125%. Malgré la promesse d'une école qui doit assurer un accès égal de toutes et tous aux mêmes enseignements et dans les mêmes conditions, le racisme s'infiltre dans tous les échelons de l'institution. L'épisode « Lutte contre le racisme à l'école, peut mieux faire » montre l'ampleur du racisme et les conséquences que cela entraîne pour les enfants, parents et les professeurs qui en sont victimes. Je voudrais témoigner pour mon frère qui a subi du racisme. Et ça a surtout commencé au collège jusqu'au lycée. Au collège, les camarades se moquaient beaucoup de son prénom. À cause de ça, il en avait marre et il avait honte de ses origines. Il voulait changer de prénom. Il avait honte d'être français aussi. Il n'aimait pas les Français. Et, il ne comprenait pas pourquoi il subissait tout ça. Et à la cantine, c'est compliqué aussi pour lui parce qu'il ne mangeait pas comme les autres. Et donc, il y a beaucoup de ses camarades qui faisaient des blagues. Il y en a même un qui lui avait fait manger du porc pour se moquer de lui. Et... En mode, c'était juste au collège. C'était quelqu'un qui s'était embrouillé avec une autre personne. Et il avait vraiment beaucoup de haine en lui. Il est parti crier et tout dans la cour. Ouais, moi je parle plus, ça y est, moi je parle plus aux étrangers, aux arabes, aux noirs, tout ça. C'est qu'une sale race, un truc comme ça, il commence à mal parler. Il est venu vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux alors que je n'ai même pas parlé. Il m'a dit, ouais, toi je te parle pas, sale arabe et tout, comme ça. L'école, bien sûr, a un rôle d'éducation pour les enfants, mais elle joue surtout un rôle d'émancipation. Elle est l'un des premiers lieux de socialisation. Elle nous forge des structures mentales dans lesquelles les stéréotypes racistes ont malheureusement une place. L'école reproduit les inégalités sociales qui existent dans la société. Elle perpétue les discriminations, y compris racistes. Les propos racistes tenus par des enfants ou des adultes, sous couvert d'humour ou non, racialisent les personnes qui en sont victimes, c'est-à-dire qu'elles catégorisent selon une prétendue race. Le harcèlement qui découle du racisme peut gravement atteindre la santé mentale des victimes, pouvant mener à des phobies scolaires et avoir des impacts très concrets sur les parcours des personnes concernées. Les adultes en charge de la protection des enfants sont censés prévenir ce risque, mais il arrive qu'ils soient eux-mêmes des éléments moteurs du racisme dans l'éducation nationale. Un jour, à l'école, il y avait une prof, elle dit que moi je crée des problèmes. Après la prof elle dit ouais tu crées des problèmes, reste dans le couloir, tu rentres plus. Quand il y a une fille qui me parle, il dit ouais c'est moi. Et quand je dis quelque chose, il dit toujours c'est pas ton problème. Il dit c'est pas ton problème, mets-toi à tes affaires. Or que c'est moi, je suis la victime. Hélène Leclerc, co-responsable du groupe de travail Éducation, Jeunesse et Droits de l'Enfant de la LDH. Il faut déjà rappeler que l'institution scolaire, elle a pour mission officielle, quand même, la lutte contre les discriminations et contre toutes les formes de racisme. Mais il y a un décalage entre les discours institutionnels et la réalité du terrain, comme on le sait. Alors le premier problème, c'est que l'approche du racisme à l'école, elle est trop individuelle. C'est-à-dire que le racisme, il est souvent présenté comme des comportements isolés. Il est peu abordé comme un phénomène structurel. Alors ça a comme conséquence que l'institution scolaire, elle a des difficultés du coup à comprendre les inégalités scolaires comme liées à l'origine des élèves. Mais là, au collège, c'est pire. Là, au collège, il reçoit des pics de la part de ses copains. Il y a la famine chez toi. Il n'y a pas d'eau et tout ça. Il me dit hier qu'on a fait un cours, maman, c'était un peu gênant parce qu'on a parlé de Nelson Mandela, qui a été président.
en Afrique du Sud et qui a défendu la cause des Noirs. Donc la prof qui a relevé cela, et en même temps qui dit on s'excuse, hein, on est désolé. Désolé par rapport à quoi? Parce qu'on a dit noir. Donc du coup, ça a rendu la situation gênante alors que ça ne l'était pas. Bon. Donc du coup, il me dit la situation était un peu gênante parce que elle a parlé des noirs. Je lui dis mais c'est pas grave, tu es noir. Et oui, il a dit oui, je suis noir, mais le fait que la prof ait dit désolé, du coup, ça a rendu l'atmosphère un peu... Voilà, donc ça vient de partout. Des amis, des profs, des adultes. Donc, on va dire l'insécurité peut commencer à tout moment. Il peut se sentir un peu violenté psychologiquement parce que le regard des autres et tout. Bon. Une membre du syndicat Sud-Éducation nous raconte le racisme de certains de ses collègues et l'impact sur les élèves. Dans les collègues autour de moi, j'ai déjà entendu des propos racistes qui ont été dits face aux élèves. J'ai déjà des élèves qui sont venus me voir pour me rapporter des événements assez graves en cours. Un collègue qui dit sur une copie « Allez vous faire civiliser » ou « C'est à cause de gens comme vous qu'on ne veut plus donner la nationalité française ». Bon, des choses qui peuvent être assez graves, qui sont des délits. Ce que je trouve principalement déplorable, c'est que, bon, déjà, je vois bien que ces élèves-là se sentent rejetés par l'école, alors que l'école est censée accueillir tout le monde, ne pas faire de différence, etc. Et du coup, ne pensent pas avoir leur place. Et cette sensation de rejet, je pense qu'elle se matérialise ensuite par une sorte de réponse et donc de rejet de l'école. Quand on se rend compte que l'école n'a pas envie de nous, nous, on ne veut pas de l'école non plus. Aude Rabot, maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Cité, laboratoire URMIS. Les travaux de Fabrice Dume sur l'expérience du racisme vécu par les personnels scolaires racisés montrent que ces professionnels subissent des microagressions, des situations de racisme ouvert et que la doxa de l'école républicaine exerce une forte contrainte sur les discours et rend impossible la dénonciation, ou en tout cas très difficile, la dénonciation des discriminations par crainte de briser les normes du groupe professionnel. Un ancien représentant des élèves dans un lycée nous raconte un conseil de discipline qui l'a marqué. Quand j'étais au lycée, c'était un grand lycée public. Je faisais partie du conseil de discipline pendant 2 ans. Et la grande majorité, c'était des élèves racisés. Depuis le début, je me demandais toujours un peu que finalement, c'était un peu plus sévère. C'était plus vite au conseil de discipline quand c'était un élève racisé. Mais donc, le cas dont je me souviens le plus et qui m'a le plus frustré, c'est mon dernier conseil de discipline, c'était à l'école qui était à Perret. Je ne connaissais pas l'élève et je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et d'ailleurs, la majorité du conseil de discipline non plus. Cet élève était donc un élève maghrébin. Voilà, donc ça faisait déjà quelques mois qu'une bagarre s'était passée entre lui et un autre élève. Donc pour le coup, l'autre élève était blanc et il n'avait pas du tout passé devant le conseil de discipline. Alors que finalement, comme on a pu comprendre, on n'était pas trop sûr. Et puis que finalement, c'était l'autre élève qui avait commencé la bagarre. Donc voilà, c'était déjà un peu bizarre qu'il y ait un élève et pas l'autre qui passe devant le conseil de discipline, alors qu'il y en a un qui s'est fait exclure pendant 3 jours, et l'autre qui finalement a dû faire un stage chez les pompiers et faire moins de cours pendant plusieurs mois. Donc là, on était au rappel. Il était revenu devant nous, devant le conseil de discipline, et on parlait de comment ça s'était passé. Puis finalement, ses notes étaient meilleures. Celui qui était en charge de lui au stage disait que du bien de lui. Tout avait l'air d'aller pour le mieux. D'abord, on devait voter sur le fait, est-ce qu'on allait l'exclure en permanent du lycée, ou bien est-ce qu'on allait le laisser au lycée, et puis ensuite on allait faire une votation s'il continuait au lycée, comment est-ce que ce serait, est-ce qu'il redoublerait. On devait être une dizaine. Les résultats, en fait, c'était 6 personnes qui ont voté de l'exclure et 3 qui ont voté d'essayer de le garder à l'école, ce qui était choquant. Certaines familles perdent toute confiance en l'institution scolaire. Mon fils, qui était en seconde, il est rentré à la maison à 17h. Il m'a dit « Maman, il s'est passé quelque chose à la piscine ». Je sortais de la douche,
Je voyais aux toilettes, il y a 2 de mes collègues qui étaient aux toilettes avec un briquet et du papier toilette. Mon fils, il m'a raconté tout ça. Après, j'ai reçu un courrier de l'école. On a été convoqués pour un conseil de discipline. Et j'ai demandé à mon mari, il faut qu'on y aille ensemble. J'ai pris la parole. Et après, j'étais coupée. C'est comme si je n'existais pas. Ils n'avaient pas envie que je parle, parce que c'est ce qu'ils ont fait dès le début. La directrice, elle a dit que tu es exclu de cet établissement, vous pouvez partir. Son fils aîné, passé par le même collège, lui a reproché de ne pas avoir tenu tête face à l'institution lorsqu'il a été orienté en dépit de ses bons résultats. Et après, mon grand, il m'a dit que maman, vous savez, tu les as écoutés. Mais moi aussi, j'ai subi la même chose. C'est ça ce qui me fait plus mal. Quand mon grand, il m'a dit que maman, j'ai subi la même chose. Mais à chaque fois qu'il t'appelle, tu les écoutes, maman. Mon fils, il est passé en seconde. Il a eu le brevet avec mention. Il est passé en seconde avec un moyenne presque 14. Ils m'ont dit que ton fils, il ne peut pas faire une bac générale. C'est plus tard que mon fils, il me disait que maman, tu les as écoutés, maman. Tu as vu, maman? J'ai passé en seconde, j'ai eu mon brevet avec mention. J'ai passé avec un moyenne de 14. Ils t'ont dit que je ne peux pas faire une bac générale. Mais en ce moment-là, je dis merde, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'orientation scolaire est très largement influencée par d'autres paramètres que le résultat des élèves. Les données de l'INSEE, dans l'ouvrage France Portrait social, paru en 2023, montrent que les inégalités sociales restent l'un des principaux facteurs dans les choix faits ou imposés aux élèves. Selon Fabrice Dume et Marguerite Cognier, le racisme à l'école demeure sous-examiné, ce qui rend son impact sur l'orientation scolaire difficile à mesurer. Cependant, il ne fait aucun doute que la racialisation des élèves dans l'institution scolaire est déterminante dans l'orientation, au même titre que le genre, l'origine sociale ou l'orientation sexuelle. Comme dans toute la société, les discriminations s'accumulent et se recoupent, y compris à l'école. Les gens du voyage, ou perçus comme tels, sont constamment confrontés à des propos et des actes racistes et discriminatoires, ce qui a des impacts très concrets sur le parcours scolaire des enfants. Moi, j'ai eu un coup de téléphone. La directrice m'a dit de venir parce que c'est quelque chose à l'école avec ma fille. Il y a quelques années de ça, quelqu'un qui lui a demandé dans les couloirs de l'école si c'était une Algérienne ou une Marocaine. Elle a dit non, moi je suis une gitane. Et de là, quand elle a dit qu'elle était une gitane, ça s'est mal passé. Ça a commencé avec les mots et tout. Après, il y a eu 2-3 personnes qui l'ont agressée verbalement. Et comme ma fille, elle se laissait pas faire, elle a répondu. Et quand elle a répondu, ils se sont déchaînés sur elle. À 2-3, ils lui ont arraché tous les habits qu'elle avait, le chemisier et tout. Elle s'est retrouvée en soutien-gorge dans les couloirs de l'école. De là, elle est arrivée dans le bureau de la directrice. Et quand je suis débarquée dans le bureau de la directrice, j'ai vu ma fille en soutien-gorge. Il lui avait même pas donné quelque chose pour se couvrir. Elle avait juste le chemisier sur elle déchiré. Et de là, j'ai voulu comprendre. Et la directrice m'a dit clairement, votre fille vient d'arriver. Moi, je la connais pas. Je pense que ça s'est déclenché par rapport à elle. Je lui ai dit non. Et elle a dit qu'elle connaissait bien ses élèves, que ses élèves n'étaient pas capables de ça. Et ça fait que là, je me suis un peu disputée avec la directrice, vraiment beaucoup, pas un peu. Et j'ai déscolarisé ma fille sur le champ et je suis partie avec ma fille parce que c'était normal qu'il lui avait arraché les habits à 2-3 sur elle et il l'avait tapée. C'est la première fois que j'ai été à l'école, j'avais 8 ou 9 ans. Mon professeur en question, lui, déjà première, il s'est moqué de mon prénom devant toute la classe a ri. Ils ont demandé à nos parents de ne pas acheter les fournitures parce que soi-disant l'école allait les fournir. J'avais que quelques crayons de couleur, c'était au moment de Noël. Il me donne un dessin, un coloriage, un sapin, je m'en souviendrai. Et j'avais que quelques crayons de couleur, je continue de dire, donc j'ai dessiné mon sapin en bleu. Mais moi, c'était la première fois que je voyais un coloriage et compagnie. Moi, ces trucs-là, c'était pas moi. Je finis mon dessin, je vais toute contente le montrer au professeur. Il voit mon dessin.
Et il a fait un sourire, il a fait « J'oublierai jamais, Seigneur, j'avais 8 ou 9 ans, mais il m'a traumatisé. » Il fait montrer mon dessin à toute la classe et il dit « C'est original, hein, un sapin bleu. » Tous les élèves se sont moqués de moi. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'ai rougi, que j'ai senti de la chaleur sortir de mes joues. Aujourd'hui, j'en rigole, mais franchement, l'expérience que j'ai eue, première journée d'école, je voulais plus retourner. J'étais traumatisée. J'ai retourné au fond de ma classe, mais c'était bien parce que les élèves, c'est heureusement, parce que ils sont venus, ils m'ont donné plein de crayons de couleur, ils m'ont expliqué qu'un dessin, un sapin, c'était vert. Et en fait, je voulais expliquer que les élèves étaient plus attentionnés que le professeur en lui-même. Il a voulu que tous les élèves voient que j'étais une petite folle qui connaissait rien de la vie. Moi, l'expérience que j'ai eue pour le racisme, c'est au collège de mon gamin. Vu qu'il ne porte pas le même nom que moi, il porte le nom de son père, la dame de la CPE, elle a dit de ne pas laisser mon gamin traîner avec ses cousins. Donc il me disait oui, mais madame, faut pas le laisser avec eux, ça va la perturber. Et quand j'ai dit mais madame, vous savez que mon fils, il porte le même nom que moi et c'est tous mes neveux là-dedans. Mais c'est quoi ça? Elle a reculé la dame. Elle disait oui, mais j'ai pas vu. Je dis oui, mais moi c'est les mêmes noms que mes neveux là-dedans. Son comportement quand elle a vu que mon gamin il était des gens du voyage et quand j'ai gueulé sur elle quoi. Et je lui dis c'est du racisme madame. Et après franchement après elle était bien gentille cette dame. Moi quand j'étais enfant, quand j'étais gosse, alors ils nous traitaient voleurs d'enfants, voleurs de poules. Alors donc quand je posais la question à ma grand-mère quand elle venait nous chercher à l'école, je dis ils nous traitent toujours voleurs de poules. Alors les poules ça je m'en fous, mais je veux dire c'était les enfants. Alors je dis on n'a jamais touché. Alors ma grand-mère elle dit laisse, elle dit c'est comme ça les gens, elle dit ils ont une mauvaise langue, elle disait ma grand-mère, vous voyez. Ma sœur elle est venue la semaine passée, alors elle me dit tu te rappelles plus quand ils nous mettaient au fond de la classe et elle disait vous allez au bout de la classe là-bas. Et ma mère, elle est venue plusieurs fois avec ma grand-mère à l'école, qu'elle disait pourquoi vous mettez nos enfants au bout de la classe? Elle dit ça comme tout le monde. Hein. Puis alors il y avait les parents qui voulaient pas que les enfants ils jouent avec nous. Hein. Ça c'était clair et truc. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment le recul des gens. Vous voyez, c'est vous n'êtes pas de la même race. C'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas pareil que nous. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui me faisait plus mal, c'était plutôt les gosses. Bien sûr, ils ne voulaient pas jouer avec nous, hein, c'est tout. Les parents, peut-être aussi, hein, les parents qui disaient qu'il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Ça, c'est clair, je pense que c'est ça. Et quand ils nous disaient, vous pouvez aller dans le fond de la classe là-bas, et voilà. La Sauvegarde du Nord est une importante association qui accompagne, en lien avec les pouvoirs publics, les personnes vulnérables ou en difficulté pour accéder à leurs droits, entre autres les gens du voyage. Quand ça concerne l'école, si les enfants subissent des remarques, pour le coup, ils contactent et on règle le problème directement. Parce que c'est des enfants peut-être qui sont... Et parce qu'on est là. Et parce qu'on est là, ouais. Donc moi, je fais le lien avec, je sais pas s'il y a une difficulté avec une maîtresse ou avec un enfant, des remarques, peu importe. C'est vrai qu'on essaie d'aller directement régler le conflit pour pas que ça atteigne la scolarité de l'enfant. Anne-Claire Grandjean, chef du pôle régional des Hauts-de-France du Défenseur des droits, nous montre que les discriminations que subissent les gens du voyage commencent avant même d'entrer dans l'enceinte de l'école. Alors en matière scolaire, on a déjà été saisi d'une situation d'enfants qui ne parvenaient pas à être scolarisés, tout simplement parce que l'aire sur le terrain desquels ils vivaient se situait finalement sur le terrain de deux villes. Et que donc les maires respectifs, les mairies respectifs, se renvoyaient la balle pour défaut de compétences de l'un et de l'autre. Voilà typiquement le genre d'hypothèse dans lequel le défenseur des droits a vocation à être saisi, d'une part sur le volet relations avec les services publics, mais également sur le volet de la défense des droits des enfants, et enfin et surtout dans l'exemple donné, de la lutte contre les discriminations. Le vécu discriminatoire est lié au fait que beaucoup se sentent niés dans une part de leur identité, soit comme voyageurs, soit parce qu'ils sont liés à l'histoire coloniale de la France et considèrent légitimement que celle-ci est mal ou insuffisamment transmise. C'est notamment le constat que font les jeunes du Conseil municipal des jeunes de Lille. C'est vrai que je trouve qu'en France,
On nous apprend très peu de choses par rapport à la colonisation. Par exemple, je vais prendre un exemple très précis, du coup, qui touche le plus au quotidien, parce que mon copain est d'origine algérienne, et du coup, c'est souvent par rapport à ça que les gens lui renvoient ça. Lui peut dire, vous êtes drôle, mais là, la réflexion que vous faites, il y a eu 150 ans de colonisation avant. Les gens sont là en mode, oui, mais regarde, si t'as des aéroports en Algérie, c'est grâce à nous. Ouais, c'est fou à quel point c'est ancré chez certains et certaines de voir à quel point ils voient pas le problème parfois. Alors que, des histoires de Phuket, d'appropriation culturelle, d'effacement culturel même que je trouve aberrant, et on devrait tous pouvoir et devoir se remettre en question par rapport à ça, sur notre vision de ce qu'est la colonisation, de pourquoi elle est problématique et à quel point elle reste ancrée aujourd'hui dans nos sociétés, et elle laisse des marques et des manières d'agir qui sont encore liées à ça. Et je pense que si on faisait tous cette réflexion, je pense que ce serait un grand pas déjà pour lutter contre tout ce qui est discrimination, racisme, etc. Okay, j'étais en 3e, on parlait de la guerre d'Algérie et le prof d'histoire a demandé qui avait des origines algériennes dans la salle. Et il a pointé du doigt un élève qui a levé la main et il lui a dit « Toi, par exemple, ton grand-père a sûrement tiré sur mon père. » Hélène Leclerc, co-responsable du groupe de travail Éducation, Jeunesse et Droits de l'Enfant de la LDH, nous parle des problèmes liés à la formation des profs. On ne donne pas l'importance au fait colonial qu'il a. On le traite comme si c'était, 2-3 heures à passer dessus et puis c'est tout. On ne le met pas en relation avec le fonctionnement de la société. Alors, ce qu'il faut dire aussi, il faut ajouter que pour les enseignants, le fait colonial est souvent un sujet difficile à enseigner. D'abord parce qu'il est sensible politiquement et qu'il peut être conflictuel, mais aussi et surtout parce que les enseignants et les enseignantes ne sont pas formés pour cela. Alors c'est vrai qu'ils disposent d'importantes ressources en ligne, notamment sur le réseau Canopé, mais il n'y a pas d'aide à la construction des séances, à l'utilisation de ces ressources en fonction des programmes liés à son niveau d'enseignement. Et en plus, quand on voit la pression des programmes qui sont denses, qui nécessitent d'être très rapides, ça a une conséquence, c'est que le fait colonial, il est souvent survolé, il est dépolitisé et il est réduit à des faits techniques. Certaines années, dans les programmes d'histoire, le fait colonial, il devrait même être presque un fil rouge dans le programme. Tellement, en fait, il concerne des tas de chapitres en histoire. Nicolas, enseignant en histoire-géographie dans l'agglomération lilloise, explique comment la colonisation est traitée dans les programmes. Faire un cours sur l'histoire coloniale au collège ou au lycée, c'est possible. Il faut tout de suite ajouter que, en fait, il n'y a pas de formation ni d'incitation réelle à faire le lien avec le présent. Par exemple, il y a rien sur ce qui suit le pseudo-processus de décolonisation. En fait, on donne des dates d'indépendance des pays comme ça et on considère que c'est fini. Les nations africaines et asiatiques il n'y a rien sur le mouvement des indépendances en Amérique du Sud. Voilà, il n'y a rien sur la mutation du modèle économique qui permet de maintenir des liens de subordination entre l'ancienne métropole et ses anciennes colonies. Pareil, il n'y a rien qui est dit sur l'actuelle situation coloniale en Kanaki, puisqu'en fait, la colonisation, c'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi du présent. Voilà, alors de la même manière, il n'y a pas de lien explicite alors quelque chose qu'on pourrait creuser, hein, il n'y a pas de lien explicite entre le programme de MC sur les discriminations et l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'essaie de dire aux élèves que même le racisme a une histoire, que la négrophobie a une histoire, que l'islamophobie a une histoire, que le racisme contre les Roms a une histoire, que l'antisémitisme a une histoire. Moi, je voudrais dire qu'on a toujours raison, en fait, d'essayer d'aller sur ces terrains-là, notamment quand on enseigne, et c'est mon cas en éducation prioritaire, où on a face à nous des élèves qui sont majoritairement des élèves racisés, qui entendent les messages, qui leur font comprendre à longueur d'année que ils sont pas toujours légitimes à se considérer comme français parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne religion. Enfin, tout ce qui est intériorisé en fait par nos élèves, moi quand j'aborde ces questions-là, c'est un moment au contraire où
où en fait je sens que je regonfle un peu leur sentiment de dignité, où j'ai une qualité d'écoute et j'ai une demande vraiment qui est pressante. Hein. Si on considère que l'histoire, c'est une manière de venir réarmer aussi nos élèves qui sont victimes de discrimination, de leur redonner confiance et une forme de dignité en disant, bah voilà, il y a des luttes qui ont été victorieuses dans le passé. Vous n'êtes pas condamnés à être des victimes des discriminations systémiques toute votre vie. Il faut se donner les moyens de faire ces liens, de faire cette passerelle avec le présent. Et c'est ce qui fait que d'un coup, les élèves qui considèrent que que l'histoire est une matière froide, tout d'un coup, ils en voient l'utilité pleine et entière, quoi. Ce sentiment d'illégitimité est renforcé pour celles et ceux qui sont musulmans lorsque la laïcité est instrumentalisée par l'institution à des fins islamophobes. On vous en parle dans un autre épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode « Lutte contre le racisme à l'école, peut mieux faire ». Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux centres sociaux partenaires et merci infiniment à tous ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Victimes ou témoins de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie, appelez le défenseur des droits au 39 28. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, Mythe FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.